Comment est-ce que cette marque a-t-elle pu exister? Elle qui n'était rien au début et qui n'aurait jamais dû avancer, et pourtant elle est un rêve de toute la Terre. Parce que souvent les légendes ont des origines légendaires, mais quelquefois les légendes ont des origines humbles ou carrément inespérées. Et parfois elles évoluent d'une façon extraordinaire vers la gloire. Et oui, elles passent par un chemin difficile, mais avec le temps, le travail et l'effort, et l'argent, elles deviennent des légendes. C'est ce qui arriva avec Lamborghini. Lui, c'est Ferruccio Lamborghini, un paysan du nord d'Italie. Tout va bien pour lui jusqu'au moment où éclate la Seconde Guerre mondiale. Il rejoint alors l'armée de l'air italienne, mais comme mécanicien, pas comme pilote. Quelques agitations plus tard, la guerre se termina, et du coup il y avait des tonnes de matériel militaire en surplus. Armé de ses connaissances mécaniques qu'il a acquis pendant son service, il utilise tout ce matos pour construire des tracteurs et créer un business, Lamborghini Trattori, qui est fondé en 1948. L'histoire de Lamborghini venait juste de commencer. Le premier véhicule Lamborghini fut le DLA35 Super. Mis en production en 1959, il n'était pas du tout au niveau des Lamborghini modernes, avec un moteur diesel 3 cylindres de 2,2 litres pour 25 km/h de vitesse max. Pas de quoi faire trembler l'asphalte, mais assez pour labourer le sol d'Italie. Monsieur Lamborghini continua de développer son petit business de tracteur. Et devinez quoi? Il commença à avoir un grand succès. Ses tracteurs étaient vraiment bons. À cause de ça, il commença à devenir très riche. Et en tant que bon riche, il aime les voitures de sport. Ferruccio Lamborghini décida donc de s'offrir une voiture digne de son succès. Son choix se porta sur la Ferrari 250 GT, sans doute l'une des plus belles voitures jamais construites. Mais il arriva qu'un beau jour, l'embrayage céda. Pour être honnête avec vous, ce n'est pas vraiment un problème si grave. Ça peut arriver pour beaucoup de raisons. Sauf que lorsque Ferruccio se rendit chez Enzo Ferrari pour se plaindre, le commendatore en personne l'envoya promener. Une humiliation. Et là-dessus, il ne s'est pas gêné. Il créa sa propre marque de voitures de sport. En mars 1964, Lamborghini révèle sa toute première voiture, la 350 GT. Cette fois-ci, les caractéristiques sont beaucoup plus dignes de la marque. Ceci dit, la vision qu'avait Ferruccio Lamborghini de sa marque était une marque de berline confortable, puissante et luxueuse, un peu comme une Mercedes Maybach par exemple. Pas forcément des super sportifs comme les Lamborghini actuels. Ceci dit, cela changea rapidement avec la Miura de 1966. Ce fut véritablement la première supercar du monde. Donc Ferruccio ne cherchait pas à créer des supercars, mais son équipe le voulait, alors discrètement ils commencèrent à travailler sur un projet, la Miura. À mesure que le prototype prenait forme, ils réussirent à convaincre Ferruccio Lamborghini de continuer là-dessus, et heureusement qu'il accepta. La Miura fut la première voiture routière pensée uniquement pour la performance. À l'époque, les sportives étaient souvent des voitures de course adaptées à la route, ou alors des plus petites voitures moins performantes. La Miura, elle, rompait avec cette logique. Voiture de route d'extrême performance sans aucun lien avec la compétition. C'est un peu l'effet que provoqua la Bugatti Veyron à sa sortie. Plus de 400 km/h de vitesse de pointe, 1000 chevaux et un intérieur en cuir confortable avec une climatisation et des bonnes enceintes pour un confort optimal. Un V12 de 3,9 litres transversal, technologie alors nouvelle pour une voiture de route, développant 370 chevaux, une puissance énorme pour l'époque, comme pour la Bugatti, une vitesse de pointe de 285 km/h qui en fit la voiture de série la plus rapide du monde, comme pour la Bugatti. Derrière ce projet se trouvaient des noms légendaires dans l'automobile. Marcello Gandini, Paolo Stanzani, Gianpaolo Dallara, Giotto Bizzarini, Bob Wallace. La réputation de la Miura se construisit rapidement. Elle séduisit les célébrités de l'époque, parmi lesquelles Elton John ou Frank Sinatra par exemple. Produite entre 1966 et 1971, elle fut fabriquée à seulement 764 exemplaires, sous différentes versions. Aujourd'hui, il en subsiste seulement 330. Soyons honnêtes, beaucoup d'entre vous connaissent Lamborghini pour tous les modèles connus, comme la Miura, la Countach, la Murcielago, la Ventador, etc. Mais il faut aussi rappeler qu'entre ces modèles emblématiques, Lamborghini produisait d'autres voitures, surtout des petits coupés. L'objectif était double. Assurer une source de revenus plus stable, car les supercars, aussi spectaculaires soient-elles, ne suffisaient pas à faire vivre la marque, et aussi rester fidèle à la vision de Ferruccio, qui rêvait avant tout de voitures de luxe, confortables, plutôt que des pures sportives. Ainsi, jusqu'au début des années 2000, virent le jour des modèles comme la Marzal, l'Espada, l'Islero ou encore la Jarama. Ces voitures, toutefois, se révélèrent souvent peu fiables, pas vraiment performantes, d'un design discutable et connurent de grands échecs commerciaux.
Lamborghini continuait sur sa lancée avec de nouvelles versions de la Miura et quelques concepts de coupé, mais il manquait quelque chose. Il fallait rallumer la flamme, retrouver l'excitation que seule la Miura avait su provoquer. Et en 1974, la réponse arriva, la Countach. Une voiture qui deviendra légendaire, avec ses lignes anguleuses, tranchantes, ses portes en élytre. Elle imposa un style vraiment nouveau, agressif et spectaculaire, et qui allait continuer de définir l'ADN des futurs Lamborghini. Gueule, son, vitesse. Sous son capot, le V12 de 3,9 litres délivrait entre 400 et 455 chevaux selon les nombreuses versions. Résultat, un 0 à 100 km/h en 5 secondes et plus de 300 km/h en pointe. Des chiffres fous pour l'époque. Et pourtant, à ses débuts, la Countach ne fit pas preuve d'autant de succès immédiat comme la Miura. Fiabilité catastrophique, comportement délicat, elle était presque ingérable. Mais lorsqu'elle arriva aux États-Unis, elle fut immédiatement perçue comme une voiture cool et une pure Lamborghini. Gueule, vitesse. Les années 80 furent surtout marquées par le cool de la Countach, qui devint iconique pour toute la génération de cette époque. Et il y eut toujours les petits coupés de merde. Mais en 1986, Sant'Agata Bolognese surprit tout le monde avec une création très inattendue, la LM002. En gros, un énorme 4x4 propulsé par le V12 des autres Lamborghini, développant 444 chevaux, capable d'atteindre 210 km/h. Ce niveau absurde de performance pour un 4x4 est ce que reprendra le premier Porsche Cayenne Turbo qui abat une Ferrari 360 Modena en accélération. Il était initialement prévu pour l'armée italienne, qui refusa toutefois le véhicule pour des raisons évidentes de fiabilité et consommation. En 1966, Lamborghini lançait la Miura, puis en 1974 la Countach, et en 1990, la marque présentait sa prochaine supercar, la Diablo. Avant tout, la Diablo représente une étape majeure pour Lamborghini. Elle fut un succès commercial. En effet, la Diablo s'est bien vendue et fut extrêmement rentable, une première pour une marque qui a littéralement vécu en risque de faillite depuis sa création. L'histoire de la Diablo débuta de manière assez surprenante. La carrosserie qu'elle devait recevoir ne plut pas à Chrysler, qui avait racheté Lamborghini en 1987. Cette carrosserie termina dans la 6ETA V16T et il fallut attendre encore un peu de temps avant de trouver un dessin qui plaise à Chrysler. Sous son capot, la Diablo reprenait le V12 ici porté à 5,7 litres pour développer 485 chevaux. Le 0 à 100 était atteint en seulement 4 secondes et sa vitesse de pointe dépassait 320 km/h, faisant d'elle la voiture la plus rapide du monde à sa sortie. Cette voiture reçut une énorme particularité pour l'époque. Une particularité qui fit polémique lorsque la voiture sortit, mais qui pourtant est presque une signature de toutes les Lamborghini modernes. La transmission intégrale. En effet, tous les modèles V12 qui suivirent en sont dotés, tout comme la plupart des autres modèles comme la Gallardo et la Huracan. Comme toutes les Lamborghini, la Diablo fut déclinée en plusieurs versions. En 1998, Lamborghini vécut un tournant. Volkswagen décide de racheter la marque via Audi. Certes, elle avait déjà changé de main auparavant, notamment avec Chrysler, mais cette fois-ci le changement serait important, car Audi prendrait une part importante dans l'ingénierie et la construction des Lamborghini. À ce moment, beaucoup craignirent que Lamborghini perde son âme italienne. Et d'une certaine manière, ce fut vrai. Mais en contrepartie, grâce à la sérieuse ingénierie allemande, les voitures allaient enfin devenir fiables et à peu près utilisables. Avec Audi en coulisses, Lamborghini passa d'un petit constructeur, connu pour ses voitures magnifiques mais capricieuses, à un constructeur de supercars sérieuses. La première à incarner cette nouvelle ère fut la Murcielago, une simple évolution de la Diablo, avec la formule maison. Un V12, porté cette fois-ci à 5,9 litres, développant entre 580 et 670 chevaux, associé à la transmission intégrale et un design spectaculaire avec ses entrées d'air actives style chauve-souris sur les côtés, ce qui donna son nom à la voiture. Mais sa grande nouveauté par rapport à toutes ses devancières, elle était fiable, bien construite et pouvait enfin être utilisée sans crainte de problèmes permanents. Audi, fidèle à sa logique de constructeur allemand, voulait aussi assurer l'entrée en cash. La réponse à cette nécessité fut la Gallardo. Lamborghini bénéficiait déjà d'une excellente réputation, surtout depuis la Countach des années 80. Avec l'arrivée d'Audi et des voitures bien plus fiables et abouties, cette image ne fit que s'améliorer.
C'était donc le moment idéal pour lancer un modèle plus accessible. La Gallardo embarque un V10 de 5,2 litres développant 560 chevaux et s'affichait à un prix de base de 180 000 €. Pour une Lamborghini, c'est pas cher. Le succès fut immense. La Gallardo devint à l'époque la Lamborghini la plus vendue de l'histoire. Elle contribua largement à populariser la marque dans le monde entier en l'ouvrant à un public plus large, et cela ne fit qu'augmenter l'excellente réputation qu'avait déjà la marque. Les années qui suivirent continuèrent exactement dans le même rythme. Modèle V12 et modèle V10 d'entrée de gamme, incarnés ici par les Aventador et Huracan. Ces voitures furent des évolutions des Murcielago et Gallardo. Et avec ces deux modèles qui sont vraiment des voitures qu'on ne peut pas ne pas aimer en tant que passionné auto, la popularité de Lamborghini continuait toujours d'augmenter. L'Aventador incarne vraiment la Lamborghini moderne, malgré un poids élevé qui sera tout de même réduit au fil des innombrables évolutions, et malgré une boîte simple embrayage, technologie alors ancienne, ses performances restent excellentes. Le 0 à 100 km/h se fait entre 2,9 et 2,7 secondes et la vitesse maximale dépasse les 350 km/h sur les dernières versions. La SVJ deviendra même la 5e voiture de route la plus rapide dans le légendaire circuit du Nürburgring, ce qui est extraordinaire pour une voiture qui à la base n'est pas conçue pour la piste, mais pour le plaisir de conduite. La Huracan fut peut-être moins marquante que l'Aventador, mais reste une des Lamborghini les plus populaires. Son V10 de 5,2 litres développe entre 610 et 640 chevaux, permettant un 0 à 100 entre 2,9 et 3 secondes. Cette voiture a été déclinée en de nombreuses versions, mais plus variées que les autres Lamborghini. Certaines sont orientées circuit, d'autres pour la route ou pour la conduite rapide sur route. Il existe ainsi une Huracan pour tous les goûts. Une autre chose marquante pour Lamborghini fut la sortie du Urus, le deuxième SUV de la marque. Ce n'est pas vraiment une pure création Lamborghini, il s'agit en réalité d'un Porsche Cayenne retravaillé par Lamborghini, ce qui ne l'empêcha pas d'avoir beaucoup de succès. Il vola rapidement le titre de Lamborghini la plus vendue à la Gallardo. Il est toujours produit aujourd'hui sous la version SE, malheureusement hybridée. Il y eut aussi autre chose, les éditions limitées. Qu'est-ce que c'est ? C'est un modèle de voiture déjà existant avec une carrosserie différente, un nom différent, une production limitée et un prix qui se multiplie par beaucoup de fois. Une arnaque donc. À savoir aussi que c'est quelque chose que fit tout le groupe Volkswagen, ce n'est pas juste Lamborghini qui s'est mis là-dedans. Parmi ces éditions limitées, on retrouve la Reventon, la Centenario, la Sian, la Countach de 2022. Et nous voilà aujourd'hui à une époque critique pour l'automobile. Les voitures deviennent de plus en plus hybrides et électriques, trop électroniques et complexes, de plus en plus lourdes, réduisant drastiquement le comportement, la stabilité, le freinage, parmi bien d'autres choses, ce qui impacte négativement les performances sur route ou circuit. La seule chose qui bénéficie de ça, c'est l'accélération, mais de toute façon les supercars ne sont pas faites juste pour accélérer vite, elles sont plutôt faites pour rouler vite. Et puis, il y aura toujours le type dans son garage avec une Lancer Evo, une Civic ou une Supra, qui ira toujours plus vite que toutes les voitures électriques du monde. Mais surtout, ce qui se perd, c'est le plaisir de conduire. Les sensations, les flammes, le son, l'odeur, l'excitation. On dirait que les humains deviennent des robots. Pas de voiture pour le plaisir, mais juste pour l'optimisation et l'efficacité. On a de plus en plus l'impression que ce n'est plus le pilote qui conduit, mais la technologie elle-même. La passion, le lien entre l'homme et la mécanique, s'efface. Devant cette transition délicate, Lamborghini lance la Rivuelto. Elle conserve le V12 6,5 litres, mais y ajoute 3 moteurs électriques pour une puissance totale de 1000 chevaux. Sympa pour la piste d'accélération, mais le poids de presque 2 tonnes pénalise la conduite et les performances sur route ou circuit par rapport à une Aventador SVJ par exemple. Malgré tout, la Rivuelto reste une excellente supercar sur le marché actuel. Pour l'instant, seul le modèle de base est disponible, mais il est certain que Lamborghini sortira bientôt 1 milliard de variantes. La Huracan, elle, cède sa place à la Temerario, qui abandonne le V10 pour un V8 biturbo qui monte jusqu'à 10 000 tours minute. Là aussi, la voiture est hybride avec 3 moteurs électriques offrant 900 chevaux pour près de 1700 kg à vide, soit environ 1800 kg tout plein fait. Un poids plus raisonnable que la Revuelto, mais toujours trop lourd. Ceci dit, 1,8 et 2 tonnes paraissent des poids raisonnables dans un monde avec des voitures électriques qui pèsent 2,5 tonnes. La Revuelto et la Temerario viennent à peine de sortir, donc il faudra attendre encore un petit moment avant de pouvoir constater leur impact dans le monde et la communauté automobile.
Voici donc Lamborghini, une marque qui a une histoire très chargée, de bons et de mauvais, d'âge d'or et de période noire, mais une chose est toujours claire, cette marque fut créée par l'ambition et la rébellion. Un homme, mécontent, décidé, avança sans expérience et créa une légende. Morale de l'histoire, travaillez, croyez en vos rêves et abonnez-vous. Ciao.